Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 22h. Voici les titres. Qui a menti, qui a dit vrai? L'affaire Fillon-Jouillet se déplace sur le terrain judiciaire. L'ancien Premier ministre contre-attaque et demande en référé une copie intégrale de l'enregistrement de la conversation entre les journalistes du Monde et Jean-Pierre Jouyet. Le secrétaire général de l'Élysée qui se retrouve fragilisé. Ce soir, Nicolas Sarkozy dénonce le mensonge pratique quotidienne du pouvoir en place. Alors l'Élysée a-t-il voulu déstabiliser l'opposition? Décryptage à suivre dans un instant. Le budget de la sécurité sociale examiné cet après-midi au Sénat. Le gouvernement entend poursuivre sa politique de réduction des déficits. Mais les sénateurs veulent aller plus loin. La nouvelle majorité de droite propose 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires dans le domaine de la santé et s'opposera à la modulation des allocations familiales. Débat à suivre dans ce journal. Ouverture demain des célébrations du centenaire de 14-18 pour le 96e anniversaire de l'armistice. François Hollande se rendra à Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais, la plus grande nécropole militaire de France. Ce week-end, les Français sont appelés à présenter leurs souvenirs familiaux aux archives de leur département. Une grande collecte qui a déjà débuté et elle contient de nombreux trésors. Reportage à la fin de cette édition. L'affaire Fillon-Jouillet est-elle en train de devenir une affaire d'État? À l'origine, un livre accuse l'ancien Premier ministre François Fillon d'avoir demandé au secrétaire général de l'Élysée de faire pression sur la justice pour accélérer les enquêtes contre Nicolas Sarkozy. Et ce soir, ce livre est en train de se transformer en piège pour l'Élysée. Samia Dechir. François Fillon promet de rendre coup pour coup. Accusé d'avoir voulu accélérer les tourments judiciaires de son rival Nicolas Sarkozy, l'ancien Premier ministre nie en bloc et veut porter l'affaire en justice. Il va demander en référé l'enregistrement intégral de la conversation entre Jean-Pierre Jouyet et les deux journalistes ayant révélé l'affaire. Conversation dans laquelle le secrétaire général de l'Élysée aurait affirmé avoir été sollicité par François Fillon. J'ai porté plainte contre les journalistes en diffamation. Vous l'avez fait? C'est fait. Si jamais il est avéré que les propos ont été tenus, c'est donc vis-à-vis de M. Jouyet que nous aurons une explication judiciaire. S'ils se disent prêts à livrer leur enregistrement à la justice, les deux journalistes refusent de le rendre public. C'est en apprenant l'existence de cet enregistrement que Jean-Pierre Jouyet a changé son fusil d'épaule. Le secrétaire général de l'Élysée a d'abord démenti avant de revenir sur ses propos. Depuis, sarkozystes comme fillonistes réclament ensemble son départ. Aucune raison de ne pas croire François Fillon. Aujourd'hui, Jean-Pierre Jouyet est confondu de manipulation et de mensonge et je crois qu'il doit quitter immédiatement son poste de secrétaire général de l'Élysée. La stratégie de la droite fonctionne. Ce qui aurait dû être l'affaire Fillon-Sarkozy devient l'affaire Jouyet. Une manœuvre mollement dénoncée par le Parti socialiste qui ne s'est pas réellement mobilisé pour soutenir l'un des plus proches collaborateurs de François Hollande. Et ce soir, lors d'un meeting à Caen, Nicolas Sarkozy dénonce, je cite, le mensonge, pratique quotidienne du pouvoir en place. Mais l'ancien président refuse de polémiquer avec son ancien Premier ministre François Fillon. Quant à Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, il accuse l'UMP de vouloir camoufler une lutte à mort en son sein pour la présidentielle de 2017 en jetant la suspicion sur le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur Twitter, hashtag le 22h, sur cette affaire Jouyet-Fillon, mais aussi sur le budget de la sécurité sociale dont l'examen a commencé cet après-midi au Sénat. Et au cœur de la polémique, le remboursement des pénalités infligées à l'UMP après le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce sujet aurait été abordé lors d'un déjeuner le 24 juin entre Jean-Pierre Jouyet et François Fillon. Le rappel des faits avec Nathalie Guilloire. Juillet 2013, le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy est confirmé par le Conseil constitutionnel. L'ancien président refuse de payer. La somme s'élève à plus de 400 000 €, une somme qui sera finalement payée par l'UMP, alors dirigée par Jean-François Copé. Une procédure qui à cette date est validée par le ministère de l'économie, selon une note révélée par le journal du dimanche. Aucune disposition ne semble s'opposer à ce que l'UMP procède au remboursement des dettes de M. Nicolas Sarkozy à l'égard du Trésor public. Mais cette décision sera très vite contestée. En juin 2014, changement de direction à l'UMP, arrive le triumvirat Juppé-Raffarin-Fillon.
il reprenne les rênes du parti, mais aussi revoit ses finances. À partir du moment où nous prenons la responsabilité du mouvement, quelle est la situation budgétaire exacte de l'UMP et quelles sont les perspectives de fonctionnement pour les prochaines années. Le triumvirat s'étonne que le parti ait pu se substituer à Nicolas Sarkozy dans le paiement de ses pénalités. Les commissaires aux comptes de l'UMP font donc un signalement au parquet de Paris. Une enquête est lancée. En octobre 2014, des juges financiers ouvrent une information judiciaire pour abus de confiance, complicité et recel. Mais ce que révèle cette affaire, c'est aussi l'importance prise par la fonction de secrétaire général de l'Élysée, souvent occupée par des hommes de l'ombre qui sont au fil du temps devenus des hommes clés du dispositif élyséen, comme nous l'explique Marie Brémaud. Son visage apparaît souvent pour la première fois au grand public lors de la présentation du gouvernement. Sur le perron de l'Élysée, le secrétaire général est dans la lumière, le plus souvent pour retourner aussi vite dans l'ombre. Dans l'ombre du président de la République, qu'il conseille et à qui il fait remonter toutes les informations qu'il juge importantes. Souvent surnommé par la presse l'éminence grise du président, le deuxième homme le plus puissant de France ou encore le vice-président, le secrétaire général de l'Élysée filtre les dossiers, prépare le Conseil des ministres. Son bureau jouxte celui du président à l'Élysée. Nombreux sont les hommes politiques à avoir occupé ce poste stratégique. Édouard Balladur, Jean-Louis Bianco, Pierre Bérégovoy, Hubert Védrine, pour ne citer que les plus célèbres. On se souvient également de Dominique de Villepin qui conseille la dissolution de l'Assemblée nationale à Jacques Chirac en 1997. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant apporte une aura médiatique au poste, n'hésitant pas à accorder de nombreuses interviews. Le 20e secrétaire général de l'Élysée, lui, se voulait plus discret. C'est raté pour Jean-Pierre Jouyet. Et notre invité ce soir, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de Polling Vox. Alors, contradiction, mensonge, démenti, cette affaire Juliette Fillon est-elle en train de se transformer en piège pour l'Élysée ? Oui, bien sûr, c'est un nouveau piège que l'Élysée s'est tendu à lui-même, dans lequel il est en train de tomber. On sait déjà que Jean-Pierre Jouyet a menti au moins une fois, mais on ne sait pas s'il n'a pas menti deux. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien voir qu'on va avoir sans doute la vérité, ou la justice l'aura en tout cas, sur ce qu'a déclaré Jean-Pierre Jouyet aux journalistes, mais on ne saura pas le contenu réel des propos tenus par François Fillon à Jean-Pierre Jouyet. On aura la version de Jean-Pierre Jouyet, c'est tout à fait autre chose. Et là, il y a déjà quand même l'honneur d'un homme, c'est-à-dire en l'occurrence François Fillon, qui est quand même bien malmené, son avenir politique qui est en partie compromis. Et tout cela se fait par une parole qui est devenue extrêmement libre. Vous avez remarqué d'ailleurs en cette rentrée littéraire qui se prolonge, eh bien, il y a le nombre de livres de journalistes politiques qui sont quasiment uniquement des verbatims. Et on voit bien l'imprudence, en tout cas, de M. Jean-Pierre Jouyet par rapport à ce nouveau contexte des relations entre journalistes et politiques. Mais justement, qui va le plus faire les frais de cette affaire, François Fillon, qui apparaît comme un traître, allant demander que l'on tape vite et fort pour empêcher le retour de Nicolas Sarkozy. Certains réclament déjà son exclusion de l'UMP. Il y a plusieurs perdants. On a, bien sûr, l'Élysée, le président de la République, certainement, François Fillon également. D'autant plus que beaucoup d'électeurs de l'UMP, de sympathisants de l'UMP, de futurs électeurs aux primaires de l'UMP, si elles ont lieu pour la présidentielle, ne comprendront pas forcément très bien qu'un ancien Premier ministre aille déjeuner dans la tanière du pouvoir socialiste à l'Élysée. On sait qu'en fait c'est normal, mais pour beaucoup de gens ça va paraître un signe de connivence. Il y a un lien entre Jean-Pierre Jouyet et François Fillon. Il a été ministre de son gouvernement. Voilà, c'est un signe de connivence. Et puis, bien sûr, il y a, ça va populariser, si vous voulez, le thème de l'UMPS. On se dit, tiens, enfin l'opinion va se dire, il y a des gens qui déjeunent ensemble, qui se mettent d'accord ensemble, y compris parfois, si on croit ce qui est répété, je ne suis pas sûr de le croire moi-même, mais par rapport à leur ancien parti. Et puis enfin, ça met en lumière la personnalité assez effacée de Jean-Pierre Jouyet, qui risque de synthétiser finalement cette faible divergence entre l'UMP et le Parti socialiste. Il a appartenu à la gauche, il a ensuite été ministre de la droite, et enfin il redevient secrétaire général de l'Élysée sous la gauche, le tout sur fond d'Europe et de finances. On voit bien à qui ça peut profiter. Et François Hollande, dans tout ça, on voit qu'il y a quelques jours, il faisait une émission de télévision pour se relancer. Finalement, c'est une nouvelle affaire qui efface tout.
Oui, c'est stupéfiant, c'est-à-dire que ça affaiblit de nouveau François Hollande sur sa capacité à tenir l'État, à tenir sa fonction. C'est un reproche qui lui est fait par l'opinion de manière récurrente, de ne pas être devenu complètement président. Le contraste par rapport à la manière dont était tenu l'Élysée à l'époque de François Mitterrand, pour prendre un président de gauche, est tout à fait flagrant. Ça peut également l'affaiblir par rapport à Matignon, en disant finalement peut-être qu'à Matignon les choses sont mieux cadrées. Est-ce que c'est lui qui a pu informer les deux journalistes, selon vous, du Monde? Non, mais dans cette affaire-là, vous savez, soit il y a de la malveillance, c'est-à-dire soit effectivement il y a quelqu'un, Jean-Pierre Jouyet ou plus haut, qui souhaite attiser les haines, la discorde chez l'adversaire, c'est-à-dire à l'UMP. Soit alors il y a une forme de, comment dirais-je, de légèreté, on va dire ça comme cela, de ne pas se rendre compte de ce qui est fait. C'est très important le secret. Encore une fois, le secrétaire général, c'est la clé de voûte du système. Il est important qu'un ancien Premier ministre, François Fillon, puisse venir parler à l'Élysée, par exemple, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs puisse parler à l'Élysée sans pouvoir penser que ses propos, déformés ou pas, vont être répercutés à la presse. C'est là, vous voyez bien, c'est un dysfonctionnement en fait de la machine élyséenne auquel on assiste avant toute autre chose. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, pour cet éclairage. La droite sénatoriale passe à l'offensive à l'occasion de l'examen en séance publique du projet de loi de financement de la sécurité sociale. La nouvelle majorité exige du gouvernement davantage d'économies, ciblées notamment sur la pertinence des soins. Des économies de posture, selon la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les explications de Julie Hulin. Attentiste, voilà comment la Commission des affaires sociales a qualifié le projet de budget de la sécurité sociale. La nouvelle majorité sénatoriale de droite souhaite aller plus loin autrement. Notre constat est clair. Notre pays est entré dans la crise avec un déséquilibre structurel de la sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, trop nombreuses, les dépenses sont non seulement plus élevées, mais aussi plus dynamiques que les recettes. Ce qui veut dire que nous finançons nos dépenses sociales, qui sont pourtant des dépenses courantes, par du déficit et de la dette. Le Sénat appelle donc à plus d'économies, 1 milliard supplémentaire sur les dépenses maladie et propose une série d'amendements. Parmi eux, le renforcement de la lutte contre la fraude, la révision de la tarification des urgences ou encore la mise en place d'une journée de carence pour le personnel hospitalier ainsi que la réduction du nombre de RTT. Des mesures dénoncées par le gouvernement. Vous avancez des économies de posture dont nous aurons sans aucun doute l'occasion de débattre au cours des jours prochains. Et vous reculez au contraire lorsqu'il s'agit de prendre de véritables mesures qui se heurtent à des intérêts particuliers. Allusion faite à la volonté de la droite de supprimer la modulation des allocations familiales selon les revenus. Une mesure adoptée à l'Assemblée nationale qui permettrait une économie de 400 millions d'euros. Si la majorité sénatoriale en appelle à un travail commun dans un esprit de responsabilité, les débats promettent d'être vifs jusqu'en fin de semaine. Et on reparle du budget de la sécurité sociale dans un instant avec nos invités dans le décryptage du lundi. Mais tout de suite, les autres informations de cette journée. C'est le tour de l'info, il est signé ce soir Agathe Pécastin. L'Europe a les yeux rivés sur Donetsk. Des chars et des canons pro-russes convergent vers la ville de l'Est de l'Ukraine. Kiev dénonce une manœuvre des séparatistes et accuse la Russie. De leur côté, les soldats ukrainiens se préparent à un affrontement, laissant présager le pire. Ils sont plus de 80% à souhaiter l'indépendance de la Catalogne. Hier, plus de 2 millions de Catalans ont participé au scrutin sur l'avenir de leur région. Une consultation symbolique et non un véritable référendum jugé illégal par la justice espagnole. Prochaine étape pour les nationalistes catalans, convaincre Madrid d'accepter l'organisation d'un nouveau scrutin, cette fois-ci officiel. La première voiture Renault Made in Algérie est sortie de sa toute nouvelle ligne d'assemblage. Une inauguration officielle très attendue. Le patron de Renault, Carlos Ghosn, ainsi que les ministres Laurent Fabius et Emmanuel Macron ont fait le déplacement à Oran. Après 3 ans de négociations avec les autorités algériennes, le site voit enfin le jour. Un site détenu majoritairement par l'État algérien. C'était une des revendications des frondeurs. Selon la haute autorité du Parti socialiste, le prochain congrès aura lieu avant juillet 2015. Jusque-là, l'Élysée avait du mal à se fixer sur une date. Une commission a été chargée par le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, de trancher. Elle se réunira jeudi pour indiquer le jour tant attendu.
Et on termine avec le dessin du jour signé Redcliffe pour Bakchiche. Le dessinateur s'amuse des fameux déjeuners du secrétaire général de l'Élysée, toujours enclin au bavardage. Et nos invités ce soir pour cette rubrique Lundi décryptage, Patrick Pelou, bonsoir. Bonsoir. Médecin urgentiste, vous êtes également président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous. Merci. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Delphine. Alors je le disais dans les titres de ce journal, le Sénat est à l'assaut de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les sénateurs veulent faire 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Des économies de posture, a dénoncé cet après-midi en séance la ministre Marisol Touraine. Quelle est votre réaction, Jean-Louis? Alors effectivement, on peut parler d'économies de posture dans la mesure où elles sont chiffrées de manière, je dirais, approximative. Mais d'abord, rappelons une chose, c'est que le budget de la sécurité sociale, on parle beaucoup du budget de l'État, mais le budget de la sécurité sociale est infiniment plus gros que le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est 400 milliards, la sécurité sociale, c'est 530 milliards, dont le tiers est consacré à l'assurance maladie, à la santé. Donc on est sur des sommes qui sont beaucoup plus volumineuses, même si l'actualité est beaucoup plus focalisée sur la question de l'État proprement dit. Ce budget sort donc de l'Assemblée nationale, va occuper toute la semaine les sénateurs pour trouver ce fameux milliard. Déjà, l'Assemblée nationale a consacré son temps pour trouver 10 milliards d'économies sur le budget de la sécurité sociale, dont 3 sur l'assurance maladie. Et voilà que nos sénateurs veulent en rajouter 1 milliard. Alors pourquoi la ministre peut parler d'économie de posture? Parce qu'effectivement, nous sommes dans des hypothèses assez théoriques malgré tout, même si elles peuvent être fondées. Par exemple, le Sénat nous dit, les sénateurs nous disent, la Commission des affaires sociales nous dit, il y aurait, d'après la Cour des comptes, de l'ordre de 25 à 30% d'examens qui ne seraient pas des fameux doublons. Alors, évidemment, comment peut-on déterminer 25 à 30% d'examens qui seraient des doublons? C'est ce que j'appelle de manière un petit peu théorique. Mais cela dit, face à ça, les sénateurs disent, bon, ben, on va remplacer le fameux cahier médical par une espèce de clé USB qui fera que quand le malade, le patient reviendra chez lui, on saura exactement les examens qui lui auront été faits pour consulter sa santé, afin de ne pas les reproduire. Et effectivement, très souvent, ces examens sont demande de reproduction par le médecin traitant. Il y a d'autres mesures d'économie qui sont exposées, qui ont été exposées juste à l'instant et qui concernent beaucoup plus le personnel hospitalier aussi. Alors justement, on va faire réagir sur ce plateau Patrick Pelou deux choses dans ce que vient de dire effectivement Jean-Louis Gombaud. Les sénateurs veulent mettre en place une sorte de dossier médical biologique. On sait que la gauche a déjà essayé de mettre en place un dossier médical personnalisé. Ça ne fonctionne pas très bien. Est-ce qu'on peut attendre des économies de la part de cette proposition des sénateurs? Non, mais déjà, si on voulait économiser 1 milliard, les sénateurs feraient bien de faire une loi pour supprimer le Sénat. Déjà, on économiserait beaucoup d'argent et beaucoup de temps inutile. Vous ne croyez plus au bicamérisme? Ils ne sont plus utiles dans leur débat? Pas du tout. Parce que quand on a... on ne trouverait pas 1 milliard. Oui. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais non, ça sert strictement... Leur façon de voir les choses est complètement dépassée parce que le problème qu'on a, c'est que... Vous êtes mieux placé que moi pour ça. Depuis 1974, on a à peu près un plan d'économie sur la sécurité sociale tous les 18 mois, à peu près. Il y a eu déjà beaucoup de marge de manœuvre de fait, mais ils ne savent pas comment gérer un certain nombre de choses. Par exemple, et là, pendant qu'on parle, vous voyez passer des ambulances. Bon, bah, par exemple, le regroupement des hôpitaux, ça a fait flamber le nombre de transports ambulanciers qui coûtent de plus en plus cher. Bon, on a fermé, c'est simple. En 1988, chaque établissement de santé devait avoir un service d'urgence. Vous en aviez 4500 en France. Vous en avez plus que 690. Donc on a utilisé, on a rénové de manière considérable. Mais on n'a pas forcément les outils. Vous parliez fort justement d'un rêve de science-fiction, c'est du Jules Verne, un dossier sur clé USB, etc. Oui, bien sûr, dans un monde futuriste, on peut tout rêver comme ça. Nous n'avons pas les outils informatiques. L'Angleterre a dit c'est terminé, ce dossier médical partagé qu'on a essayé de faire. 1 milliard d'euros, ça a coûté. On a fait sombrer 1 milliard d'euros en pertes et fracas. Il y a une agence fantôme, la ZIP. C'est un machin qui coûte un pognon fou, mais bon, on ne sait pas ce qu'ils foutent, mais ils gâchent l'argent comme c'est pas permis. Donc en effet, nous avons des tas de systèmes informatiques. Moi, je l'ai dit à la commission des affaires sociales de l'Assemblée récemment.
Je leur ai dit, faites une enquête parlementaire sur les systèmes informatiques à l'hôpital. Ça ne marche jamais. C'est sans arrêt en vous bug. qui êtes au cœur du système, au cœur des dispositifs, quelles seraient vos propositions pour Mes propositions, je vais vous en maîtriser donner les une très très simple, par exemple. Vous voyez, on va faire une proposition très simple. C'est ouvrir un service public du transport héliporté. Quand on apprend qu'il faut faire des économies et que d'un coup, on a, d'on ne sait où, la nécessité d'acheter 47 hélicoptères au ministère de la Santé, et qu'on apprend que la sécurité civile, ministère de l'Intérieur, c'est très très loin, c'est un autre continent, c'est une autre planète a priori, hein. La moitié de ces hélicoptères ne volent pas la moitié du temps. On se dit, mais un grand service public du transport héliporté, on pourrait faire des économies. Donc en effet, on a des gisements. Par contre, à la marge, lorsque cette espèce de choses qu'on entend sans arrêt, mieux prescrire, on fait trop d'examens, etc., tout ça. Parce que je rappelle que le gouvernement veut développer ce qu'il appelle le virage ambulatoire. Pour faire simple, c'est moins d'hôpital, plus de médecine de ville. Vous aviez déjà ça en 2002. En 2002, vous aviez déjà ces trucs. Martine Aubry avait déjà voulu le faire. Donc ça marche pas. C'est très lent. Mais c'est très lent parce que derrière, il y a un problème. C'est le problème social. C'est que vous pouvez faire de l'ambulatoire et quand vous avez une personne âgée et d'autre part les malades sont devenus pluripathologiques, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le Sénat, là, les débats, l'embryon de débat que j'ai vu, ils sont dans les années 70. On n'est plus à cette époque. Alors par contre, je pense que c'est plus ça. Il faut inventer une modernité sur la coopération entre les systèmes sociaux de la ville qui doivent mieux travailler que les systèmes sociaux de l'hôpital. Inventer de nouvelles choses, de nouveaux vecteurs pour notamment intervenir. Pour nous, au niveau des SAMU, et d'ailleurs, parce qu'on a des discussions avec les sapeurs-pompiers récemment, on voudrait avoir de nouveaux vecteurs d'intervention. Là, il y a des choses à faire. Mais de se dire, on va à nouveau essayer, c'est des marottes qui n'existent pas ou c'est pas possible. On n'a pas les outils pour faire ça. Jean-Louis. C'est effectivement extrêmement complexe. La Cour des comptes dit qu'en développant l'ambulatoire par rapport au fait que les patients resteraient moins longtemps à l'hôpital, la Cour des comptes dit 5 milliards d'économies là-dedans. En réalité, dans le budget 2015, ils sont sur à peu près 400 millions en essayant de développement. Et je pense que votre remarque est parfaitement exacte, parce qu'effectivement, quand le malade revient chez lui, il faut une structure d'accueil. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il retombe en maladie pendant la nuit qui suit? On ne sait pas. Donc les urgences. Et donc c'est des nouveaux coûts. Et donc effectivement, il y a une difficulté réelle parce qu'on touche au social et à la chair humaine, quoi, aux problèmes spécifiques particuliers. Cela dit, en plus, il ne faut pas non plus trop exagérer parce que vous avez un budget de l'assurance maladie, c'est à peu près 180 milliards, et il y a à peu près 3,5 milliards de déficit. Quand vous comparez le déficit de l'État par rapport au déficit de la santé, l'État fait 75 milliards de déficit. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les volumes d'argent. Cela dit, on ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a une dette sociale. La sécurité sociale à l'équilibre sans avoir de la croissance, justement. Alors là-dessus se rajoute le problème de la croissance. Donc évidemment, qui est le truc de fond, quoi. À 0%, vous avez des dépenses maladie qui normalement, je dirais, spontanées, augmentent de 4% par an. On essaie de les faire augmenter de 2,5%, donc c'est déjà un effort absolument considérable par rapport aux 4%. Avec le vieillissement de la population plus le progrès technique, ça fait des coûts. Là, cette année, on a beaucoup parlé du traitement de l'hépatite C et du coût nouveau de ce médicament d'hépatite C. Et même sur le cholestérol, ils ont trouvé une nouvelle pastille. Ils demandent aux médecins traitants de demander la permission maintenant de prescrire aux patients la prise de ce médicament contre le cholestérol tellement que c'est cher. Donc on arrive évidemment à des problèmes très complexes. Patrick Pelloux. Surtout puisque vous parlez du cholestérol, la première chose à faire chez quelqu'un qui a trop de cholestérol, c'est un régime. Voyez, et donc de donner des traitements alors que la personne n'a pas fait le régime, mais on peut même pas lui mettre une compagnie de CRS pour l'empêcher et pour lui faire respecter son régime. Voyez, donc il y a des gens qui demandent à avoir des traitements contre le cholestérol tout en mangeant du foie gras. Bon, voilà, il y a un problème de responsabilité collective là-dedans. Mais vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est qu'on est dans une crise monstrueuse, majeure, et tant que l'assiette, et tant qu'on n'aura pas de nouveaux moyens d'avoir de l'argent pour faire tout ça, moi je pense notamment à taxer plus suffisamment les bénéfices des grandes entreprises, de manière, parce que quelque part, la richesse, alors ça je suis intarissable là-dessus, mais la richesse de la France c'est sa sécurité sociale. Parce que je peux vous dire que travaillant au SAMU de Paris, on va chercher
partout sur la Terre les Français qui se sont barrés pour X raisons, mais quand ils sont malades, ils découvrent l'intérêt d'être en France pour se faire soigner. Bon, donc du coup, on a une richesse. Cette richesse, c'est le socle social. Pour moi, c'est l'un des piliers de la République et du monde moderne. Et on sait que les Français sont attachés effectivement à leur système de protection sociale à la française. Évidemment. Mais maintenant, avoir des discours comme les sénateurs, mais c'est du passé, mais c'est ringard au possible. Non, il y a des économies à faire. Non, mais il y a des économies. Ces économies, vous mettez des professionnels, les syndicats de médecine libérale de ville, les syndicats hospitaliers autour de la table, ce qui est rarement fait. Pour parler d'économie, on va vous trouver des tas de petites choses, de petits moyens qui vont permettre d'améliorer les choses. Le transport sanitaire, mais aussi le maintien à domicile, le lien entre les services sociaux de la ville. Alors là, tout les ça sénateurs permet. proposent des économies sur le transport sanitaire, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exagération. Chacun peut le voir. Mais c'est pas ça qui va trouver le milliard. Non, mais vous avez raison. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on ait des transports sanitaires modernes. D'accord ? Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Quand une personne arrive à 18h et qu'elle attend aux urgences, qu'il y a les examens qui sont faits, mettons qu'elle va mieux, elle va guérir, on ne la laisse pas à l'hôpital, elle va retourner chez elle à 2h du matin, mais elle est à 50 km, le seul moyen c'est de reprendre une ambulance qui va être payée plein pot. On se dit, mais finalement un taxi serait suffisant. Bon, c'est à peu près le même mode que ce qu'on est en train de demander nous au niveau des urgences et avec les sapeurs-pompiers. Ouais. Mais vous avez des tas, je pense que la modernité elle est dans la coopération des systèmes. Merci Patrick Pelloux. C'est déjà fini. Oui, peut-être que les je pensais qu'on avait 3 heures. Oui, peut-être que les sénateurs auront entendu votre message. Merci beaucoup Jean-Louis. Et puis avant de terminer ce journal, je vous rappelle que les Français sont appelés ce week-end à dévoiler leurs archives privées dans le cadre des commémorations du centenaire de 14-18. Correspondance, carnet, dessin ou encore photographie, les professionnels de la conservation se sont lancés dans une grande collecte car chaque souvenir constitue une part de l'histoire de France. Voyez ce reportage dans les Hauts-de-Seine de Louis Sibyl et Jonathan Tessier. C'est un petit trésor de guerre que transporte Jacques Lemaire. Un journal intime, celui de son grand-père qu'il n'a pas connu. Il était artilleur pendant la Grande Guerre. Un document précieux qui le fait numériser ici, aux archives des Hauts-de-Seine, pour garder une trace. Au final, vous souhaitez nous le donner dès ce jour? Oui, oui. D'accord. Il ne parle pas beaucoup de la guerre par elle-même. Il parle surtout de ce que lui, il fait dans la journée, en fait. Il allait chercher des pièces détachées pour réparer les canons. Ils ont donné leur vie pour nous, quoi, en fait. Pour la France, pour nous, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. La Grande Guerre, avec ses 9 millions de morts et 20 millions de blessés, a laissé une empreinte forte dans la mémoire collective européenne. Photos, cartes, lettres, nombreux sont les particuliers qui veulent que ces documents sortent du cercle familial. Un pari relevé par les différents centres d'archives. Ils organisent depuis l'année dernière une grande collecte. Le document est en très bel et très bon état. Après un échange pour bien évaluer la valeur des documents, ceux-ci peuvent être donnés ou simplement numérisés avec 1001 précautions. On a été formé à la base sur la manipulation des documents. Après, c'est vrai que tout dépend de leur état. Moi, je ne vais pas numériser des documents qui seront très très fragiles parce que c'est mieux d'abord de les passer par l'atelier de conservation préventive. Dans les Hauts-de-Seine, les documents sont ensuite archivés ici, parmi les 22 km de classeurs, comme ces 2 longues correspondances. Car ici, nous n'avons plus de crédit nulle part. Il faut tout payer. D'avoir de la correspondance privée ou des carnets intimes de conscrits, de poilus, nous apporte un autre regard fait de plus de réalité quotidienne et des difficultés des soldats pour leur vie au front. L'année dernière, les archives ont récolté 100 000 documents. Un immense succès. La grande collecte commence le week-end prochain. 100 lieux sont prêts à accueillir la mémoire de chacun. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le docu du lundi, avocat des étrangers. Bonne soirée à tous.